Bonjour à tous. Une question aujourd'hui. Que fait la droite au moment où Emmanuel Macron fête son premier anniversaire à l'Élysée et qu'aucune opposition n'arrive à émerger malgré le train des réformes? Combien de divisions chez les Républicains? Et si Laurent Wauquiez faisait fausse route dans sa stratégie de droitisation? De plus en plus, le doute commence à s'instiller. Il y a ceux qui ont déjà claqué la porte en dénonçant une dérive populiste et puis d'autres qui tentent tant bien que mal de faire abstraction des critiques dans une volonté de rassurer. C'est le cas de mon invité Damien Abad, vice-président des Républicains, député de l'Ain également. C'est parti pour Face à Face. Bonjour Damien Abad. Bonjour. Vous vous donnez combien de temps avant éventuellement de quitter la direction des Républicains? Mais mon objectif n'est pas de quitter la direction des Républicains, mon objectif est de participer à la refondation de notre famille politique. On a perdu l'élection présidentielle, l'élection législative. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que la droite n'était pas au second tour. Donc il faut accepter que cette reconstruction prenne du temps. Il faut accepter qu'elle soit difficile, mais il nous faut remettre les fondations. On a un président, Laurent Wauquiez, qui a été élu démocratiquement et de manière très large, avec une ligne politique qui est claire. Et désormais, on doit avancer ensemble dans une équipe dirigeante qui a une moyenne d'âge de moins de 40 ans, qui est la preuve du renouvellement à droite. Une ligne politique qui est claire. Il avait quand même, malgré tout, après sa campagne très à droite, promis le rassemblement, comme ça se fait souvent dans ce genre de campagne interne. Il n'est jamais arrivé, ce rassemblement. Vous savez, le rassemblement, ça ne se décrète pas, ça se construit jour après jour et pied après pied. Et la vérité, c'est que pour se rassembler, il faut aussi que tout le monde accepte de jouer cette partition collective. Aujourd'hui, il nous faut retrouver, et vous avez raison, cet esprit d'équipe, cette volonté d'aller ensemble. Laurent Wauquiez a fait des gestes, il a proposé à Valérie Pécresse la présidence du Conseil national, qui elle-même a refusé. Donc on a besoin, si vous voulez, de fédérer, on a besoin de sortir de cette droite des petites chapelles, de cette droite des chapeaux à plumes, de cette droite des couloirs, comme les militants en ont assez, mais les Français aussi, pour proposer des solutions, une alternative crédible à Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi sur la forme? Parce que si Valérie Pécresse, elle l'a dit entre les lignes, si elle n'a refusé ce rôle, c'est parce qu'elle ne voulait pas être là, justement, à devoir adouber toutes les prises de position de Laurent Wauquiez, auxquelles elle n'aurait pas forcément été prise avant, dont on lui en aurait expliqué les lignes. C'est ce que critiquent beaucoup de membres des Républicains, y compris au sein de la direction. Et c'est notamment pour ça que Virginie Calmels a pris ses distances. Elle a dit qu'elle n'était pas conviée aux prises de position. Non, mais un parti politique, ça doit être un lieu de débat, un lieu d'échange. Et dans nos réunions dirigeantes... Mais a priori, il n'existe pas trop. Bien sûr que si, nous avons des échanges de débats. Simplement, il faut aussi accepter un principe de loyauté. On débat, on discute, on échange, et ensuite une décision est arbitrée. Et quand une décision est arbitrée, eh bien on la soutient, y compris si on n'est pas forcément complètement en phase avec cette décision. C'est un principe de loyauté qui est d'autant plus fort qu'on appartient à l'équipe dirigeante. Pourquoi ? Parce que sinon on crée de la cacophonie. Vous imaginez dans une entreprise un numéro 2 qui du matin au soir vient critiquer le numéro 1 ? Ceci n'est pas possible, et ce n'est pas possible non plus dans un parti politique. On a besoin de lisibilité, de clarté, mais Laurent Wauquiez l'a dit, le débat il doit avoir lieu, le débat il a lieu, on a des différences de sensibilité, moi-même j'appartiens à cette droite modérée et humaniste, et peut-être que d'autres avec qui je m'entends très bien, comme Guillaume Pelletier, incarnent une droite plus forte. Mais cette droite-là, on ne l'entend pas aujourd'hui. Parce que la seule ligne qu'on entend, c'est celle, au nom des Républicains, en tout cas, c'est celle de Laurent Wauquiez. La droite humaniste, elle est où? Je crois que la droite doit marcher sur ses deux jambes. On a, c'est vrai, beaucoup entendu la question de l'autorité de l'État, parce que l'actualité nous y conduit, avec la question de la crise migratoire, avec la question de la lutte contre le terrorisme, avec les enjeux de sécurité. Mais on doit aussi marcher sur notre autre jambe, qui est la jambe économique et sociale. Moi, je veux qu'on retrouve la fibre sociale de la droite. C'est la droite qui a fait... Qui a mis en place l'IVG. C'est la droite qui a fait les grandes politiques sur le handicap. C'est la droite qui a fait le vote des femmes et autres. Donc on a beaucoup de sujets de société sur lesquels la droite a des sujets, a des choses et des messages à porter. C'est cette droite sociale, libérale et européenne qu'on doit porter, mais pas pour défier. Mais vous dites qu'on doit, mais elle ne les porte pas, tous ces messages. Et elle ne les a pas portés d'ailleurs. Eh bien, on doit le faire davantage, peut-être en portant des idées nouvelles. Je vous prends un exemple. La question aujourd'hui centrale qui est la question de la santé. Avec la crise qu'il y a dans nos hôpitaux de proximité, les difficultés et la situation apocalyptique qu'il y a dans nos EHPAD, la situation et les conditions de travail des infirmières. Je pense que la droite a un message à porter. Là-dessus, on doit parler de tous les sujets. Et la gauche n'a pas le monopole du social, de la solidarité. C'est à nous d'incarner aussi ce courant-là. Il y a Jean Leonetti, qui aujourd'hui est premier vice-président des Républicains, moi-même et d'autres qui pouvons incarner ce mouvement-là. Et vous comptez vous y mettre à un moment ? Mais on s'y met déjà, d'abord parce qu'on a décidé de prendre un certain nombre de sujets à bras-le-corps. Je pense qu'on s'est battu, par exemple, sur le projet de loi Elan
sur la question d'accessibilité, puisque ce projet de loi est un recul en arrière, en prévoyant que 10% simplement des logements seraient accessibles contre 100% auparavant. C'est un exemple concret de bataille politique que nous menons. Maintenant, il faut aussi qu'on se fasse... Alors, ce n'est pas le discours qui est partagé par tout le monde à droite, et il y a notamment eu des revirements de situation sur cette question-là, parce que c'était quand même une des mesures, un des discours que prenait Nicolas Sarkozy, par exemple, à l'époque, qui disait que ça n'avait pas de sens, que tous les bâtiments doivent être aux normes accès aux handicapés, alors que c'était peut-être plus simple de ne pas consacrer 100% des bâtiments avec des accès aux handicapés, mais de renforcer, améliorer ces accès dans une plus petite partie. Moi, je pense qu'on ne doit pas fléchir sur ce sujet-là. Parce que la question de l'accessibilité, elle ne concerne pas que les personnes handicapées. Elle concerne les personnes âgées. Elle concerne celles et ceux qui se sont fait mal à un moment donné dans leur vie, qui ont eu un accident de travail ou un accident de vie. La réalité, c'est qu'il faut arrêter de voir l'accessibilité comme une charge, comme quelque chose, une lourdeur supplémentaire. Au contraire, on doit faciliter les choses. Parce que 10%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous habitez dans un immeuble à Lyon, eh bien, ça veut dire le rez-de-chaussée. Ça veut dire qu'on va mettre les personnes handicapées uniquement dans le rez-de-chaussée. Je ne crois pas que ce soit une évolution positive de la société française. Bien sûr que 100% c'est difficile. Bien sûr que ça prendra du temps. Alors ça, c'est le discours que vous portez, Damien Abad, mais pas que Laurent Wauquiez porte. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez est si peu audible aujourd'hui? Mais Laurent Wauquiez nous a soutenus dans cette bataille-là. Oui, mais c'est un problème quand le président du parti, qui doit quand même incarner la droite, les Républicains, lui-même en personne n'est pas audible. Ça peut être un souci. Mais ce n'est pas une question de personne, c'est une question aussi de moment politique dans lequel nous sommes. La volonté du président de la République, c'est de faire le match entre lui et les extrêmes, et d'annihiler toute opposition et toute alternative républicaine à lui-même, et il construit sa politique autour de cela. Ensuite, la droite est sortie de cette élection présidentielle en lambeaux, avec chacun qui veut être chef à la place du chef. Et donc ça prend du temps. Mais la détermination de Laurent Wauquiez, de l'équipe dirigeante, elle est totale. Et puis nous sommes sur un temps long, qui est celui d'une reconstruction sur un quinquennat. Il ne s'agit pas pour nous d'être prêts aujourd'hui, il s'agit d'être prêts le moment venu. On nous a tellement dit pendant 5 ans, ne vous inquiétez pas, dormez tranquille, François Hollande est tellement mauvais que de toute façon la droite reviendra au pouvoir. Mais l'avantage, c'est qu'avec Emmanuel Macron, on sera obligé d'être bon et rassemblé pour revenir au pouvoir. Vous critiquez toutes ces chapelles qui ne sont pas le poison du parti, mais qui peuvent l'être, ça dépend comment on voit les choses. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas les interdire au sein des Républicains, en tout cas? Non, parce que moi, je suis pour le débat d'idées. Quand Valérie Pécresse fait des propositions sur l'Europe, quand Bruno Retailleau fait un discours sur la culture, oui, mais forcément, ça pousse ceux qui incarnent ces mouvements à vouloir être aussi les chefs, à un moment. Le gros problème aujourd'hui de la droite, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut être chef. La réalité, c'est qu'on doit faire le débat sur les idées. La réalité, c'est que les partis politiques, aujourd'hui, c'est devenu une course à l'échalote pour des ambitions personnelles. Et c'est plus un lieu d'idées et de débat. Eh bien, nous devons reconstruire justement autour de cela. Moi, j'apprécie quand vous avez des gens comme Bruno Retailleau, Valérie Pécresse, qui font des propositions, qui viennent porter ces idées. Mais je leur dis, ces idées, on doit les faire dans notre famille politique et débattre ensemble. Et ensuite, eh bien, le temps sera venu pour l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas le moment aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un patron républicain qui a été démocratiquement élu. Alors, une des chapelles qui a beaucoup fait parler, déjà notamment pendant la dernière présidentielle, c'est Sens commun. On a vu que Laurent Wauquiez s'est à nouveau rapproché de Sens commun avec une réunion commune la semaine dernière. Est-ce que ça va dans le bon sens à vos yeux? Non, mais Laurent Wauquiez discute avec l'ensemble des sensibilités de notre famille politique. Et ce qu'il veut, c'est créer les conditions du rassemblement. Et donc, Sens commun fait partie d'une des sensibilités. Ce n'est pas la seule, c'est même pas celle qui est majoritaire dans notre famille politique. On lui a donné beaucoup de médiatisation, mais qui n'est pas à la hauteur, je dirais, de son poids numérique. Mais cette sensibilité est présente et elle doit être aussi respectée, comme les autres sensibilités. Est-ce que la droite peut vraiment parler à tout le monde, puisque c'est ce que vous voulez faire, avec de tels alliés? Vous savez, moi, je crois que la politique, c'est de la dynamique. Et on parle à tout le monde quand on a un projet de société, quand on donne un espoir aux Français, quand on donne une nouvelle espérance, quand on porte des idées nouvelles. Et aujourd'hui, la difficulté pour la droite, c'est justement de porter des idées nouvelles. Je pense qu'il faut qu'on renouvelle notre logiciel politique, on a des champs d'investigation à avoir. Et c'est ça le message qu'on doit porter aujourd'hui. Ce ne sont pas des querelles de personnes qui lassent les Français et qui lassent les électeurs de la politique en général. À nous de démontrer cette alternance possible et cette espérance pour les Français. Mais les querelles de personnes, quand même, elles sont bien mises en avant. Est-ce qu'il fallait pousser l'humiliation jusqu'à descendre les affaires personnelles de Virginie Calmel dans un carton en bas de l'immeuble des Républicains? Je ne sais pas, je ne connais pas exactement les conditions dans lesquelles ceci se sont déroulées. Ce que je peux vous dire simplement... Son badge était désactivé, comme ça pourrait arriver à quelqu'un dans une entreprise. Je trouve dommage, finalement, ce résultat. La vérité, c'est que Virginie Calmel, c'est une femme qui est une femme libérale, qui avait un parcours politique, une histoire positive. Et je trouve dommage que, finalement, elle ait, comme cela, je dirais, renoncé à ce principe de loyauté qu'il y avait dans notre équipe. C'est dommage. Maintenant, il faut aussi qu'on comprenne que
on doit avoir une ligne politique. Mais est-ce que loyal, c'est être aveugle? Si demain vous vous rendiez compte que finalement, Laurent Wauquiez n'incarne pas ce que vous pensez, vous vous interdiriez de partir au nom de la loyauté? Mais non, mais Laurent Wauquiez fait ce qu'il dit. Et vous savez, il est convaincu d'une chose, et comme moi, comme lui, je suis convaincu de la même chose. C'est que la droite au pouvoir doit ressembler à la droite en campagne. C'est qu'on n'a pas besoin simplement du verbe haut, on a besoin de l'action forte. Et ce que les Français nous ont reproché, c'est pas d'en avoir fait trop, c'est de ne pas en avoir fait assez quand on était en responsabilité. Par exemple, sur la question des 35 heures, sur la question migratoire, sur les questions de l'emploi. C'est ça le sujet. Et c'est la conviction profonde de Laurent Wauquiez. Puis ensuite, il a compris aussi une autre chose, c'est que le dogme de la droite, du sang et des larmes, devait être dépassé. C'est qu'on devait apporter aussi une espérance économique et sociale nouvelle. Ce qui manquait peut-être un peu dans le projet de François Fillon, qui est cette partie de dire comment on redistribue les gains de pouvoir d'achat et les gains de croissance, à condition bien sûr de maîtriser la dépense publique, ce qui n'est pas le cas du gouvernement actuel. Alors, on va en parler justement du gouvernement actuel, mais avant, à quoi est-ce que c'est censé mener toutes ces exclusions et ces départs? Il n'y a pas d'exclusion ou de départ. Virginie Calmès, qui était à numéro 2, a été limogée. Pas exclue des Républicains. Elle a été limogée, il y a eu un communiqué. Mais ce n'est pas la même chose. Elle a été démise de ses fonctions, c'est normal. Elle est numéro 2. Quand le numéro 2, du matin au soir, dit l'inverse du numéro 1, c'est compliqué d'avancer ensemble. Par contre, elle reste membre des Républicains. Elle l'a dit elle-même. D'accord, soit, mais vous comprenez bien que ça ne peut pas continuer comme ça. Si à chaque fois les gens partent, il n'y a que des départs et personne qui arrive. Mais notre objectif, il est simple, c'est de retrouver une identité politique de la droite. C'est d'expliquer qu'entre le Front National... à être sur une ligne très étroite? Non, mais je pense qu'on n'a pas à être sur une ligne très étroite. On doit marcher sur nos deux jambes. Sur la question de l'autorité, sur la question de la culture, sur la question de l'identité. On voit bien que le président de la République, sur ces sujets-là, ne comprend pas les préoccupations de la vie quotidienne des Français. Mais c'est vrai aussi sur la question économique et du pouvoir d'achat. Quand on augmente la CSG, comme on le voit, la taxe sur le diesel, sur le gazole ou sur le fioul, on constate quoi? On va en parler de tout ça, mais quand même, sur votre parti, sur l'avenir de votre parti, vous avez entendu, comme tout le monde, les mises en garde de Nicolas Sarkozy, à peine voilé à Laurent Wauquiez. Est-ce qu'il a la capacité pour présider une grande famille politique en difficulté et donc par définition à rassembler? Parce que là, on a du mal à comprendre la stratégie. Lui dit qu'il en a une. D'abord, Nicolas Sarkozy ne fait pas des mises en garde, il donne des conseils. Ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Et quand on est ancien président de la République, eh bien, c'est toujours bon d'entendre ses conseils. D'accord. Nicolas Sarkozy a raison de dire qu'il faut rassembler et fédérer notre famille politique. Et c'est ce à quoi Laurent Wauquiez s'emploie tous les jours. Il dit ça quand même le lendemain du limogeage de Virginie Calmès. Oui, c'est pas... mais je n'ai pas vu Nicolas Sarkozy soutenir publiquement ni en privé Virginie Calmès. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que le rassemblement, ce n'est pas simplement sur des personnes. Le rassemblement, il se fait aussi sur des idées. Il se fait aussi et d'abord sur des convictions. Et il se fait aussi sur une trajectoire et une feuille de route politique. Et c'est ça aujourd'hui qu'on doit construire tous ensemble. Vous étiez au courant de la préparation de ce tract dont on a beaucoup parlé pour que la France reste la France? Oui, on a un groupe message WhatsApp, comme on dit, et sur lequel on peut échanger, communiquer. Et donc, vous avez émis un avis avant qu'il soit décidé de sortir ce tract? Libre à nous et libre à chacun de pouvoir émettre un avis, comme on le fait sur d'autres sujets, sur ce groupe WhatsApp. Et quel était le vôtre? Là-dessus, on n'a pas répondu. Il n'y a pas eu un échange sur le groupe WhatsApp, mais que soyons très clairs sur ce sujet comme sur d'autres. C'est quoi la question? La question, c'est quel est le problème dans ce tract? Il n'y en a pas. La vérité, c'est que... Pourquoi ça gêne tant de monde? Il ne vous gêne pas du tout ce tract? Mais attendez, qu'est-ce qu'on dit dans ce tract? Il y a un slogan... Est-ce qu'il vous gêne ce slogan? Non, et je vais vous dire pourquoi. Pour que la France reste la France. C'est un slogan qui a même été utilisé par la gauche. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit dans ce tract? On parle de la question migratoire, dont on voit que c'est une question centrale. Et aujourd'hui, si on ne résout pas la question migratoire, c'est l'Europe qui tombera de sa propre mort sur ce sujet-là. On parle ensuite des questions économiques. Là aussi, on a des choses à dire sur l'augmentation de la CSG, sur la perte de pouvoir d'achat des Français, sur le déclassement pour les classes moyennes. Donc, dans ce tract comme dans d'autres, on porte un certain nombre de sujets. Ensuite, ce n'est pas le seul tract. On en a fait un là sur la limitation des 80 km/h, puisque c'est un sujet aussi important qui concerne tous les Français, sur lequel nous nous sommes opposés pour une raison très simple, c'est que la politique de sécurité routière, elle doit être globale. Elle ne doit pas être simplement punitive pour les automobilistes, elle doit être globale pour essayer d'éviter la mortalité routière. Mais vous comprenez que pour que la France reste la France, c'est quand même très connoté. Certes, ça reste un slogan, c'est quelque chose de creux, c'est un slogan politique. Mais c'est connoté Front National. Et ce qu'il y avait au dos également, c'est cet état des lieux très alarmiste de la France, extrême, en quelque sorte. Vous savez, ma conviction profonde, c'est que si on laisse le monopole de la question migratoire au Front National, alors... Mais est-ce que vous assumez un glissement vers la droite? Il n'y a pas de glissement vers la droite. Moi, je vais vous dire, je pense que la droite n'a ni à courir vers le Front National, ni à courir vers le centre.
Le recentrage, comme la droitisation, sont deux chemins mortifères pour la droite. La droite, elle doit simplement être elle-même. Et quand elle est elle-même, quand elle parle de politique migratoire, elle est elle-même quand elle parle du pouvoir d'achat des Français, elle est elle-même quand elle parle d'économie. C'est ça le sujet central aujourd'hui. Et donc, à nous de retrouver cet espace politique-là. Lorsque Bruno Retailleau, qui est le président des sénateurs LR, déclare « Le multiculturalisme ne peut conduire à terme qu'à une société multiconflictuelle ». Est-ce que vous approuvez ces propos? Bruno Retailleau fait écho aux déclarations d'Emmanuel Macron et de son gouvernement sur la question du multiculturalisme. Le multiculturalisme est utile quand il ne consiste pas à annihiler sa propre culture. C'est-à-dire que la force du modèle européen, c'est ce qu'on appelait le syncrétisme culturel, c'est-à-dire le métissage des cultures. Mais le métissage, c'est quoi? C'est le respect des cultures. Et aujourd'hui, quand notre culture, sur un certain nombre de choses, est bafouée, quand l'autorité républicaine et l'ordre républicain est mis à mal, sa déclaration est très claire. Le multiculturalisme ne peut conduire à terme qu'à une société multiconflictuelle. Oui, tel qu'il est construit aujourd'hui. Ce n'est pas le multiculturalisme dans son essence, c'est la manière dont il est construit aujourd'hui qui peut conduire à un certain nombre de difficultés et de tensions. Mais vous savez, moi je ne crois pas, et là je vais aussi porter mon message, je ne crois pas que la droite soit simplement être une droite anxiogène ou qui doit jouer sur des crispations ou sur des peurs. Si vous utilisez les mots, je ne les avais même pas employés encore. Oui, parce que je vous le dis très clairement, je pense qu'on doit mettre une réalité en face. La réalité, c'est qu'il y a une crise migratoire sans précédent. Et donc ça, on doit l'assumer très clairement et le dire. Parce qu'on a un président qui est déconnecté des réalités. Une crise migratoire ou politique? Non, il y en a une crise migratoire majeure. On a un président de la République déconnecté de cette réalité du quotidien des Français. Donc, quand Bruno Retailleau pose des mots, ou d'autres d'ailleurs, posent des mots, ils ont raison de le faire. Parce qu'à un moment donné, il y a une réalité qui est partagée. Mais ce que je dis ensuite, c'est qu'au-delà de cette réalité partagée, il nous faut ensuite faire des propositions. Et qui soient des propositions aussi positives, dynamiques, pour relancer justement notre pays, notre culture et notre identité. Et je crois que c'est cela l'enjeu. Quand on regarde votre parcours, Damien Abad, on a parfois du mal à comprendre. D'abord centriste, passé chez LR, vous avez soutenu Bruno Le Maire, on s'en souvient, vous étiez ici lors de la primaire de la droite, avant de rejoindre et justifier les choix et les polémiques suscités par Laurent Wauquiez, puisque vous êtes le vice-président, vous avez été porte-parole. Est-ce que c'est ça aussi la politique, c'est s'adapter aux circonstances? Mais non, la vérité c'est que moi je n'ai pas changé, j'ai la même politique, la même cohérence. Vous me disiez je soutenais Bruno Le Maire, c'est vrai, et à l'époque de Bruno Le Maire, je soutenais la baisse de la CSG. Et aujourd'hui, avec Laurent Wauquiez, je soutiens toujours la baisse de la CSG. Qui a changé? C'est lui, c'est Bruno Le Maire, parce qu'aujourd'hui, il fait une politique où il augmente la CSG. Donc, vous voyez, moi, je défends des idées. Mais vous êtes centriste ou pas? Une colonne vertébrale. Je suis pour une droite, je ne suis pas centriste, je suis pour une droite modérée, une droite républicaine, mais une droite qui assume ses convictions. Et vous savez, je crois que ce qui est important, c'est quoi? C'est de savoir quelle éthique on veut porter, quel message politique. Moi, je crois à cet humanisme, à cette droite sociale, à côté d'une autorité républicaine. Et une autorité républicaine qui soit forte. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, elle est tous les jours bafouée. Et sur ces sujets-là, comme sur le sujet européen ou comme sur d'autres, ce n'est pas moi qui change, ce sont les acteurs politiques qui ont changé. Je vous demandais tout à l'heure si vous aviez envisagé de quitter le parti, du moins sa vice-présidence. Quelles limites vous vous fixez? Mais je ne construis pas en fonction de limites. Nous travaillons avec Laurent Wauquiez en partenariat. Et je peux même vous faire une confidence, c'est que ce partenariat, il est positif. Nous avons des échanges, on se connaît. Il est président de la région, j'ai été moi-même président de mon département dans l'Ain. Donc nous avons des relations qui sont courtoises, amicales, respectueuses. On peut avoir des échanges, on peut avoir des débats entre nous, mais il connaît ma loyauté, il connaît ma fidélité dans l'engagement politique et il sait aussi qu'il peut compter sur moi pour enrichir justement cette jambe économique et sociale et cette alternance républicaine dont nous avons besoin. Le cas de Thierry Mariani, par exemple, comment il faut l'interpréter? Il garde les faveurs de Laurent Wauquiez alors qu'on sait qu'il tracte avec le Front National, le Rassemblement National, maintenant, pour les éventuelles européennes. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Ça a été dénoncé par plusieurs personnes dans votre parti. Mais il faut que la limite s'impose à tous, pour tout le monde au même moment. Eh bien, on l'a dit très clairement. La rumeur et les actes, ce sont deux choses différentes. Et le jour pour vous, c'est qu'une rumeur? Mais il y a des contacts, des échanges. Ce que je dis simplement aujourd'hui, c'est que pour nous, c'est très clair. Le jour où il y aura un acte politique de Thierry Mariani en faveur du Front National, alors à partir de ce moment-là, notre famille politique en tirera toutes les conclusions. Et je veux dire aussi ceci, parce que j'en ai un peu assez qu'on fasse ce procès à Laurent Wauquiez, de dire que finalement, il se mêlerait avec le Front National. Matin, midi et soir, il a répété qu'il n'y aurait aucune alliance, ni de près, ni de loin, avec le Front National. Mais
Ça, on parle au niveau de l'état-major. Au niveau des électeurs, c'est différent. Est-ce que vous ne voyez pas comme un risque que votre électorat soit de plus en plus tenté par le nouveau Front National? Est-ce que les digues ont sauté? Manifestement, oui. Et comment vous voyez le fait que de plus en plus sont séduits par Nicolas Dupont-Aignan, notamment, qui a fait alliance avec Marine Le Pen pendant la présidentielle? Oui, je rappelle quand même que Nicolas Dupont-Aignan a fait alliance avec Marine Le Pen et qui a conduit au désastre dans le second tour des élections présidentielles. Enfin, vous savez, nos électeurs, ils sont déboussolés et c'est normal après une telle défaite. Mais ils demandent de nous quoi? Ils demandent d'abord de l'esprit collectif. Ils demandent de la cohérence. Mais vous les voyez, ces électeurs qui partent Non, on ne les voit pas. Non, parce que le renouvellement des adhésions est positif et parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, au Front National, tout n'est pas rose, loin de là. C'est quand même un parti politique qui vit de guerre de fronterie en guerre de succession et qui n'apporte aucune réponse aux Français parce qu'en fait, le Front National vit de la peur des Français. Qu'est-ce qu'ont compris les électeurs de la droite? Ils ont compris que le vote Front National, c'est la meilleure façon de faire réélire Macron. C'est la meilleure façon de faire élire la gauche. Et je crois que ce message-là, il est clair. Mais ils nous disent, on veut bien vous soutenir. Mais à une condition, c'est que quand vous êtes en responsabilité, vous ne soyez pas dans l'eau tiède, vous ne soyez pas dans le manque de conviction. On dit que le président de LR est omnibulé par Marion Maréchal. Écoutez, nous, on n'a jamais parlé de Marion Maréchal, laissez-la tranquille, c'est l'affaire du Front National, c'est sa propre affaire. Aujourd'hui, on ne se construit pas par rapport aux autres, on se construit par rapport à nous-mêmes, et c'est déjà bien suffisant. On parlait des européennes. Est-ce que ce n'est pas une faute politique de ne pas être à la pointe et près sur un tel sujet qui est quand même l'avenir et l'objet de tous les enjeux actuels et demain avec ce scrutin donc, qui est le prochain grand scrutin, le prochain grand test pour la droite aussi? Mais nous faisons un conseil national à Menton. Pourquoi à Menton? Justement, à la frontière avec l'Italie. Parce que nous voulons envoyer ce message politique fort. C'est que si l'Europe ne résout pas la question migratoire, l'Europe mourra. Et que donc cet enjeu migratoire doit être la priorité numéro 1. Donc nous avons des choses à dire entre le fédéralisme échevelé d'un président de la République qui incarne l'Europe d'hier, qui est l'Europe de l'impuissance et l'Europe de l'impossible, et celles et ceux qui veulent finalement fermer nos frontières à double tour, sortir de l'euro et faire le Frexit. Il y a une place pour une Europe politique, une Europe des projets, une Europe qui protège les intérêts des Français, qui fait du patriotisme économique, industriel et agricole, qui défend nos frontières et qui apporte des réponses au sujet migratoire, au sujet aussi du réchauffement climatique, au sujet de la régulation financière, qui sont des sujets fondamentaux. C'est tout ça que vous voulez incarner. Après les européennes, il y aura la question des municipales. La République En Marche a fait savoir qu'elle étudierait éventuellement peut-être de faire des alliances avec des candidats et des listes LR, suivant s'ils étaient plus ou moins compatibles avec le macronisme. Est-ce que vous pouvez dire que vous accepteriez que des candidats, les Républicains, s'associent à des candidats En Marche pour les municipales, ou c'est un tabou? Non. D'abord, c'est la preuve surtout de l'impuissance de la République En Marche sur le terrain. Et de l'ouverture peut-être d'esprit? Non, parce qu'on n'a pas attendu la République En Marche pour faire l'ouverture sur les listes municipales. Vous savez, ça ne date pas de l'arrivée du président de la République à l'Élysée. Mais est-ce que ça sera autorisé? Mais attendez, Laurent Wauquiez a été très clair. Nous voulons et nous soutenons des têtes de liste républicaines. Quand vous avez un maire sortant républicain, ce n'est pas nous qui allons imposer sa composition de liste en tant que parti. Il pourra faire avec des candidats dans sa liste de la République En Marche. Mais pas forcément des gens de la République En Marche. Vous avez des gens qui sont sans étiquette, vous avez des gens de la société civile, vous avez même des gens qui sont parfois de sensibilité de gauche ou de divers gauche et qui sont dans une équipe municipale. Donc la République En Marche, c'est quoi? C'est un parti aujourd'hui qui est déterritorialisé, qui est déraciné par rapport au sol. Et vous savez, c'est en train de devenir la République hors sol. Nous, face à cela, nous voulons construire la République des territoires. Le bilan de la présidence d'Emmanuel Macron, un Premier ministre de droite, la réforme de la SNCF qui vient d'être promulguée, la réforme du Code du travail. Il va maintenant s'attaquer aux retraites. En fait, il fait tout ce que la droite avait promis pendant des années. Alors, vous voyez, ça, c'est effectivement, quand on lit comme cela, on a ce sentiment-là. Ce sont quand même les grandes réformes principales sur la première année. Ce sont les discours. Et dans les discours, c'est vrai ce sont des réformes. Non, je vais vous montrer pourquoi. Ce sont des discours, parce que les discours sont parfois de droite, mais les actes sont vraiment de gauche, de l'ancien conseiller de François Hollande à l'Élysée. Vous me parlez de quoi? Prenons les exemples. La réforme de la SNCF? Eh bien, la réforme de la SNCF. Et c'est quelqu'un qui a voté pour qui vous le dit. Dans cette réforme de la SNCF, on dit, oh là là, c'est génial, on a réformé la SNCF, c'est très bien. Sauf que qu'est-ce qu'on fait? On voit bien que l'ouverture à la concurrence, elle n'est pas pour tout de suite. On voit bien ensuite que la question des petites... C'est pas lui qui a choisi la date de l'ouverture à la concurrence, c'est 2020. Si, on a choisi, on va même jusqu'en 2039 sur un certain nombre de secteurs. Ensuite, au-delà de ça, il y a la question des petites lignes, qui n'est pas traitée et qui est un sujet fondamental qu'on renvoie en fait aux régions. Ensuite, la question de la dette. On a mis beaucoup de temps à savoir comment on reprenait la dette
et surtout comment cette reprise de dette n'entraînerait pas un déficit nouveau. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a beaucoup de réformettes. Et c'est ça la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est à chaque fois de sortir la petite phrase, comme sur la question du pognon pour les aides sociales, la petite phrase pour éviter la réforme en profondeur. Eh bien nous, c'est tout le contraire. À droite, on ne fait pas le concours de la petite phrase. Ce qu'on veut, c'est une transformation en profondeur de la société. Eh bien, en même temps, il n'est pas possible en matière de sécurité. Il n'est pas possible en matière d'autorité. Et c'est ça le macronisme. C'est qu'en fait, c'est un pas en avant, deux de côté et trois en arrière. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup le pas en avant, mais demain, on verra beaucoup les trois pas en arrière. Vous dites quoi? Que c'est stratégique de la part du président de la République de vous couper l'herbe sous le pied pour vous affaiblir politiquement? Oui, mais n'oublions pas que le président de la République a d'abord été élu. C'est une analyse que vous avez faite? N'oublions pas qu'il a d'abord été élu par les voix de gauche. Bien sûr qu'il essaye stratégiquement de déstabiliser la droite. Et il continue à le faire. Mais nos électrices et nos électeurs ne seront pas dupes. On jugera sur les résultats. Et on verra qu'au-delà justement des effets de manche, au-delà des coups de menton, il y a surtout une réalité. La réalité, c'est que le pouvoir d'achat des Français se dégrade. La réalité, c'est que l'insécurité augmente. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux et de défis que nous devons relever ensemble. Merci beaucoup Damien Abad d'avoir été mon invité. Tout vous replay sur tlm.tv. Très bonne semaine à vous.